Le 2 février 2025, c'était le premier entretien de quelques nuances d'auteur. Et j'avais invité à ce moment-là Richard Sainte-Marie, mais à l'époque, on n'enregistrait pas les rencontres. Alors, on a décidé de reprendre cet entretien en suivant exactement le même scénario et en espérant qu'on va y retrouver les mêmes réponses. Ah, ça sera peut-être pas les mêmes réponses. Et peut-être, ouais, peut-être pas les mêmes réponses. Alors, à l'époque, je m'étais dit, se faire une idée sur un auteur, comment on peut procéder. Alors, je m'étais dit, je vais faire une petite recherche sur ChatGPT pour savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle disait de Richard. Alors, ce que m'a écrit le logiciel, c'est ceci. Bonjour à tous et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet entretien avec un auteur qui fait rayonner le polar québécois, Richard Sainte-Marie. Retraité de la police après une brillante carrière, Je savais pas ça. il a su transposer son expertise et son regard aiguisé sur l'âme humaine dans une série de romans captivants. Oh, ça, c'est pas mal. C'est vrai. Depuis ses débuts littéraires, Richard Sainte-Marie s'est distingué par des intrigues impeccablement construites, où psychologie et suspense... C'est l'intelligence artificielle, dis-toi. C'est ça, toujours. Psychologie et suspense se mêlent avec brio. Parmi ses œuvres marquantes, disons L'Inaveu, C'est bon. ou encore L'affaire Mélodie Cormier. Aucune idée. Des romans salués pour leur authenticité et leur profondeur. Sa plume, à la fois précise et pleine d'humanité, nous plonge dans des univers sombres, mais toujours empreints de vérité, ce qui est vrai. Hein? Ça, c'est bon, ouais. Richard Sainte-Marie est également lauréat de plusieurs distinctions prestigieuses, dont le prix Arthur Ellis, une reconnaissance bien méritée de son talent. Ses œuvres ne se contentent pas de divertir, elles interrogent, dérangent, parfois, mais surtout, elles captivent. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, hein? Pas Sauf mal. le fait que tu as été policier. Non, Ouais. tu n'as jamais été policier, me semble, avec ce que tu Non, écris. non, non. Non? Tu n'as aucune connaissance dans le travail policier. J'avais un cousin policier, chef de police, Ouais. mais c'est tout. Pas plus ça. Pas plus que ça, non. Alors, une des façons de découvrir Richard, c'est de consulter son site web. Vous voyez à l'écran actuellement la page d'accueil. C'est facile d'y avoir accès, richardsaintemarie.net. C'est très complet, très visuel. Alors, je me suis inspiré de ce site pour préparer cet entretien. J'avais déjà publié d'ailleurs en juillet 2023, je te souviens, je t'en avais sûrement parlé, une chronique dans un site web français sur les romans noirs et les polars. J'avais intitulé ça « Un homme orchestre devenu auteur de polar ». Ça, c'était le 21 juillet 2023. Oui, et ça m'avait amené à faire une première recherche sur ce qu'était Richard Sainte-Marie. Quand j'ai parlé de l'organisation de ces entretiens mensuels, tu étais une des premières personnes que j'ai contactées. Tu m'avais dit que c'était une excellente idée, une solution à la morosité, un pas vers la reconnaissance de notre travail, un rapprochement entre écrivains. Bien, merci d'être là aujourd'hui pour cette entrevue. Ben, merci à toi de m'inviter. On a un point commun, on est originaire de Limoilou. Oui, absolument, oui. Basseville de Limoilou, à Limoilou. Dans quel coin de Limoilou? Moi, je suis né... mes parents habitaient au coin de la 3e avenue et la 10e rue, en face du A&P. Alors, Ouais. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi, là. On avait des voisins, on avait les frères Baillargeon, les lutteurs dans la rue, la 11e. Je pense que c'était dans la 9e rue. Ouais. Il y avait à côté de chez nous, il y avait un acteur qui était dans les enquêtes Jobidon. Ah ouais. D'ailleurs, les enquêtes Jobidon avaient tourné une séquence, je me souviens bien, au coin de la 10e rue, à la pharmacie, Oui, qui était sur le coin. juste à côté. Ben oui, ben, l'acteur Yvon, Ouais. pas Yvon, il restait 2 maisons de la pharmacie. Ah Tu bon? vois, c'est Ouais, vraiment il restait le petit Limoilou, ouais. Ah, moi, Souvenir d'enfance. Moi, j'étais plus dans le vieux Limoilou, 5e rue, 6e Ah, rue, ok, ouais, mais ça c'est reste ça. quand même le même quartier. Adléville. Qu'est-ce que tu gardes comme image de ce quartier-là dans les années 50? Ben, un quartier de travailleurs. Mon père, il travaillait à l'Anglo, l'Anglo Pulp. Maintenant, c'est la... Tu vois, non, les papiers, ça a changé de Ça nom a changé deux, trois fois. 2 3 fois, oui. Il allait travailler à pied. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait des voitures quand j'étais petit. C'est un quartier de travailleurs, Ouais, pas beaucoup de voitures. effectivement. Ou des gens qui remisaient, beaucoup les gens remisaient la voiture l'hiver. Ouais, Pas un quartier pauvre, mais modeste. ouais.
beaucoup d'enfants. Nous, quand on descendait dans la ruelle, on jouait dans les ruelles, les moulous, ça c'est formidable. On se retrouvait souvent 15-20, de 7-8 ans à 12, 13, 14. Ouais. C'était quoi tes premières lectures comme enfant ou comme adolescent? Il y avait à l'école des lectures imposées, mais c'est ça, et jaillit encore ça, les lectures imposées. Mais les premiers, c'est des Perry Mason. C'est drôle parce que mon voisin, après ça, on a déménagé sur la rue Royal-Roussillon, qui est la 13e rue qui change de nom. Ouais. Et mon voisin, monsieur, il y avait des Perry Mason traduits en français. Alors, j'ai tout lu ça. Puis quand ça a passé à la télévision, beaucoup plus tard, je me suis retrouvé là-dedans. Après ça, j'ai lu, quand j'étais au séminaire de Québec, j'ai lu les classiques, naturellement. Après ça, dans le roman policier, j'ai découvert San Antonio. Je devais avoir 22, 23, 24, quelque part par là. J'ai pas mal tout lu ça aussi. Ouais. Il y a un de mes livres, je me suis inspiré de l'atmosphère de San Antonio, espèce de l'humour, surtout avec San Antonio et Bérurier. Moi, dans mon livre, Monsieur Emerly, le barman Roger, c'est un peu un Bérurier. OK. Tandis que, tu vois, c'est un peu inspiré. C'est là qu'on trouve l'humour dans ça. L'humour, des fois, j'écrivais des phrases. Ah, mon Dieu, j'écris une phrase qui ressemble un peu à San Antonio. Tu as fait des études en musique. En 1956, à 11 ans, tu entres au Conservatoire de musique et d'art dramatique. Tu as étudié là jusqu'en 1960. Étudier la musique à 11 ans, c'est jeune, non? Pour la clarinette, c'est correct. Ouais. Mon voisin m'avait donné une clarinette qui ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'il me l'avait donnée. C'est une famille, les Vossel étaient une famille, le père et les deux garçons, ils étaient tous les trois dans la fanfare du 22e régiment. Okay. Alors, on écoutait de la musique, il y avait 3 maisons à côté, sur la 3e avenue. Puis moi, j'ai dit à ma mère, j'aime ça, il y a un instrument, je ne sais pas c'est quoi, mais j'aime ça, c'est elle, ma mère, tu n'as pas connu ma mère. Qu'à cela ne tienne, elle frappait à la porte, même pas frappée, la porte était ouverte chez les Vossel. Elle est entrée dans la maison, elle est ressortie avec une clarinette. Elle a dit Jean-Louis Vossel, te donne ça. Incapable de jouer. Il la passe à mon père, incapable, mon grand frère. Fait que là, ma mère a décidé qu'il fallait que j'étudie la clarinette. Ma mère était comme ça. Alors, on est allé au conservatoire, pensant que le conservatoire m'accueillerait. Et là, M. Moretti, le vieux professeur italien, m'a dit « Ah non, il est trop jeune, mais une de mes étudiantes, mes élèves, pourrait lui enseigner. » Alors, il laissait ma clarinette, il dit « Ah, c'est injouable. » Yolande Boivin, ma future professeure, c'est impossible d'en jouer. Alors, il dit « Achète-toi une clarinette. » Là, mon père a acheté une clarinette qui a coûté 1 semaine de salaire. C'est beaucoup. On était 4 enfants. C'est dans ces années-là, des années 50, quelques. Et ça a changé ma vie. Parce que j'ai étudié au conservatoire pendant 5 ans. Après ça, j'ai joué, à partir de 16 ans, j'ai joué professionnel. On faisait des orchestres de danse, des balles de finissants, des mariages, des trucs comme ça. Puis après, j'ai joué dans des bars-salons, les hôtels. On te voit d'ailleurs avec un saxophone, parce que tu as joué du saxophone après la Ça, c'était plus tard, quand j'étais avec la fanfaphonie, comme musicien de rue. Parce que j'ai joué professionnel de 16 à 24 ans, constant, là, toutes les semaines. Mais vu qu'on jouait les fins de semaine comme musicien d'hôtel et de bar-salon, même avec une formation classique, je jouais plutôt le palmarès français puis le hit parade américain. Ça m'a permis d'étudier aux Beaux-Arts la semaine. Alors, j'ai fini avec un diplôme de musicien au conservatoire, puis un de l'École des Beaux-Arts de Québec comme sculpteur. Et bien là, j'ai continué à jouer un petit peu, puis je suis devenu prof à l'université, alors j'ai arrêté de jouer. Sur cette photo, c'était dans quelle occasion? Ça, c'était en Belgique. On était en tournée avec la fanfaphonie, oui, parce que plus tard, donc entre 24 et 35 ans, j'ai joué pour moi, chez moi.
Puis à 35 ans, c'est ça, des amis des gens que je connaissais pas plutôt m'ont appelé, m'ont dit, aimerais-tu jouer dans la rue? Absolument, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors on a commencé une fanfare on était mobile, on n'avait pas rien d'électrique, alors on pouvait marcher en jouant tous les instruments avant, puis la percussion. C'est une belle photo, ça. Ouais. Ça, c'est au Bois de Coulonges. OK. On avait un spectacle pour enfants au Bois de Coulonges. Moi, je me Là, suis... j'ai commencé à jouer de 35 à 40 ans. Et à 40 ans, c'était le Cirque du Soleil en 84. Ouais, je me souviens je t'ai probablement vu lorsqu'il y avait eu un concert sur la terrasse du Frein. Ouais. C'était, je pense, les associés de Baie-Saint-Paul. Ouais. Il y avait un long spectacle. J'étais là avec les enfants. Et tu devais faire partie à ce moment-là de l'orchestre qui accompagnait le spectacle. Oui, oui. Parce que quand le Cirque du Soleil a été fondé, ça se parlait depuis un an ou deux. Guy, à La Liberté, on avait joué pour lui à Baie-Saint-Paul. Il nous connaissait, alors il cherchait des musiciens pour le cirque. Il s'est dit, ben c'est parfait, ils sont mobiles, ils sont un peu clownesques, ils font des folies, on parle aux gens, on se maquille. Bon. Alors, on est devenus les musiciens du Cirque du Soleil en 84. Ouais. Après, j'ai abandonné parce que le cirque est devenu ce qu'il est. Puis moi, j'étais déjà prof à l'université, alors je me voyais pas à 60 ans encore en train de sautiller sur la scène, alors j'ai continué notre carrière. Cette expérience-là en musique, ça a influencé certaines couvertures de tes romans, comme on voit là à l'écran actuellement, où on voit soit un saxophone ou souvent un saxophone. Hein? Oui, moi j'ai une formation en clarinette, mais j'ai joué pour gagner ma vie le saxophone, un peu la flûte traversière aussi. Puis entre la clarinette et le saxophone, il y avait une grosse différence au niveau du jeu? La clarinette, c'est transpositeur, c'est-à-dire que la clarinette, si je joue un Do, ça donne un Si bémol sur le piano. Okay. Le sax ténor, c'est la même chose. Le sax alto, ça donne un mi bémol. Okay. Alors, il faut s'adapter, mais en même temps, le doigté est presque pareil. Et pour émettre le son, c'est plus facile sur le saxophone. L'embouchure est plus confortable. Il y a moins de contrôle. Tu as fait ensuite des études en arts visuels. En 1970, tu étais diplômé, puis tu étais engagé comme professeur à l'École des arts visuels de l'Université Laval, puis tu as enseigné. Par la suite, de 1970 à 2000. À 2000, tu as pris ta retraite en 2000. Tu enseignais, comme tu as dit un peu tantôt, la sculpture, le dessin, l'estampe numérique. Oui. Après 90, ben là, les ordinateurs sont entrés, alors j'ai appris ça et j'ai enseigné ça. Ouais. Sur ton site, on voit certaines de tes productions. Est-ce que tu imaginais déjà la physionomie de certains de tes personnages de romans avec ces portraits numériques qui semblent un peu sombres? Ah, ça, c'est drôle parce qu'en haut, avec la fenêtre, c'est moi. À côté, le grimaçant, c'est Mario Bergeron, qui est prof à l'université maintenant, qui était un de mes étudiants en maîtrise. Au milieu, c'est mon frère Antoine. En bas, j'ai pris Jacques Charbonneau, un artiste qui est un pionnier du copy art, la copygraphie. Il travaillait avec des photos. Il y a un blanc là. Photocopie. Photocopie, oui. Et j'ai mis sa figure dans un tableau de Rembrandt. Voilà. Je lui ai envoyé ça, il a trouvé ça drôle. Des créations qui sont très originales. C'est presque un album de famille et de collègues de travail. Bien, je travaillais beaucoup sur l'homme. J'ai fait une exposition qui s'appelait Homme. Okay. C'est toutes des photos de mes amis, les proches. Okay. Puis dans mes dessins, je ne sais pas si c'est des trucs de mes dessins, c'est moi qui sers de modèle. Alors j'ai travaillé beaucoup sur la figure masculine. J'ai toujours travaillé. Quand je faisais j'aimais travailler sur le côté pas sensible, mais un peu, comment on dit, donc, vulnérable. Vulnérable des personnes. Vulnérable de l'homme, puis que ça paraisse dans les dessins.
la façon de dessiner ou de travailler comme ça. En 1999, en 1999, tu as participé au 17e Symposium international de peinture de Baie-Saint-Paul, Oui. qui avait comme thème l'avenir en question. C'était une belle expérience. D'ailleurs, dans la photo qu'on voit à l'écran, là, je reconnais un petit cadre que tu m'as remis il n'y a pas tellement longtemps, là, avec la rivière. C'était une belle expérience, ça? Oui, c'est drôle parce que, comme ça m'arrivait souvent d'être à la bonne place au bon moment, parce que Françoise, il y avait quelqu'un qui était invité au symposium, une artiste invitée qui ne pouvait pas venir. Alors, à une semaine d'avis, mon étudiant François Lemay, qui était mon étudiant, qui était à Radio-Canada maintenant, François Lemay, il était mon dernier étudiant en maîtrise, il travaillait avec Françoise. Alors, il me dit, ben invite Richard, il est libre, tout ça. J'étais comme un remplaçant. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont imprimé des petits Richard Sainte-Marie qui ont collé sur toutes les affiches à la place du nom de la madame. J'imagine une personne qui colle mon nom un millier de fois sur des grandes affiches. Tu sais, c'était drôle. Alors, moi, j'étais formidable parce que l'image que je t'ai donnée, qui est toute petite comme ça, ben, en réalité, c'était une impression grand format de 3 pieds par 6. Alors, c'est vraiment impressionnant. C'était les imprimantes numériques de grand format. Ils étaient sortis quelques années avant, en 4 couleurs. Et moi, j'ai dit, on va profiter. Alors, je suis un des premiers à avoir fait des œuvres d'art d'aussi grandes. Ouais. Maintenant, on fait encore plus grand. Cet amour des arts, ça s'est transposé dans tes polars parce que la musique et l'art visuel est très, très présent. Mais en fait, je t'interromps parce que mes livres, là, c'est moi. C'est moi. Tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai fait, les expériences que j'ai faites. Peut-être que je suis paresseux, je déteste faire des grandes recherches. Ça m'arrive des fois en philosophie de faire des recherches. Mais sinon, je parle de ce que je connais. Alors, je m'inspire de... J'ai été musicien, j'ai fait des tournées, j'ai fait des spectacles, j'ai fait des disques. Mais j'étais aussi prof d'art, j'en ai fait de l'art, j'en ai acheté, j'en ai vendu, j'ai fait de la radio, j'ai interviewé comme toi. Je te souhaite d'arriver comme moi entre 800 et 1000 interviews. C'est pas beaucoup parce que je connais des gens qui font plus que ça. Alors, tout ça que j'ai accumulé se retrouve dans mes livres, dans celui-là, dans les autres, on va parler tout à l'heure. Tu as publié aussi, à partir de 92, des essais, des livres d'artistes. Puis, entre autres, tu as publié cet ouvrage-là, des petites misères. C'est des écrits qui sont en lien avec une émission à la radio. Hein? Oui, à CKRL. Mon émission s'appelait Les Petites Misères. Ça durait 1 heure. Alors, j'avais écrit des textes pour la radio. Je ne les lisais pas en ondes, mais je les disais. Ouais. Et sur toutes sortes de sujets, sur la censure, sur le sexe, la clarinette, il n'y a pas de rapport, mais sur le village global, etc. Et je me prenais un peu pour un Jacques Languirand, si tu veux. Ouais. Puis c'était accompagné de musique. J'allais chez mon ami René Taillefer, qui est un très grand mélomane. Alors, la musique classique surtout. Alors, mais j'avais de la musique qui allait avec les sujets. Alors, j'ai décidé de publier ça. Ça a fait un petit livre de 200 pages. Et maintenant, je l'ai presque doublé. Puis là, il est entre les mains d'un éditeur. On verra si on en fait une deuxième. Ça date de 2004, je pense. Alors, tu vois, ou 2006, ça fait 20 ans. Moi, j'ai mon exemplaire depuis que tu l'avais présenté à la bibliothèque Monique Cariveau. C'était dans le cadre d'une activité à la maison de la littérature sur le polar, si je me souviens bien. C'est la première fois que je t'ai rencontré. Ah ben oui, on était là avec Denise, ma conjointe. C'était la première... c'était le sujet de cet événement-là. C'était le roman policier. Alors, j'avais été invité dans 5 bibliothèques. Là, je t'ai rencontré là. La plus drôle, c'était la bibliothèque Gabriel Leroy qui fermait le lendemain. Et dans la salle, qui avait 60 places, il y avait 2 personnes. Un gars qui était rentré parce qu'il était complètement... Puis une fille qui était assise au fond, puis une fille sur la 2e rangée qui n'écoutait pas. Alors, c'était la plus dure conférence que j'ai faite. 2 personnes. Parce que l'employé m'a dit... Tu peux le laisser faire. Non, on va le faire. Mais oui, à mes risques et périls.
Mais tu vois, moi, je t'ai rencontré, c'est Oui, puis moi, à l'époque, j'espérais commencer à écrire également des polars à ce moment-là. Ah, ben tu vois. J'étais allé avec glisser un mot d'ailleurs. Ouais, puis, ouais. qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'écrire de la fiction? Qu'est-ce qui, à un moment donné, tu dis, ben là, je me lance dans des... Ben moi, j'écrivais déjà à l'université des choses savantes, là, en estampes, en sculpture. J'ai fait un manuel scolaire que j'ai publié moi-même. Puis j'ai fait le code d'éthique de l'estampe originale avec Nicole Malenfant, qui fait autorité vraiment partout, bilingue et tout ça. Ouais. Alors, j'écrivais, comme je dis souvent, j'écrivais ce que je savais, parce que j'étais prof, puis je savais... un prof, c'est quelqu'un qui apprend. Hein? Oui, tout à fait. Je dis souvent, j'ai enseigné 30 ans à l'université, devinez qui a appris le plus? Ben, c'est moi. Ouais. Et après ça, j'ai commencé à écrire ce que je pensais. Ça, c'est autre chose. Avec les petites misères, c'est vraiment ça. C'est des sujets variés. Puis à un moment donné, je contais des histoires à ma blonde, puis elle me dit, ben pourquoi tu les écris pas? Ben ça a fait 2 pages. Tu sais, Puis petit à petit, ben, j'ai rajouté des paragraphes et ça finit par faire des petites histoires. Puis comme je dis souvent, je suis chanceux. La revue Alibi, la première que j'ai proposée, ils l'ont publiée. Ils m'ont donné un prix. Ouais. La deuxième, ils l'ont publiée. Ils m'ont donné un autre prix. Alors, ça part bien. Hein. C'est ça, d'ailleurs, on voit les couvertures des Alibi dans lesquels tu as publié des nouvelles. Si vous consultez le site web de Richard, vous allez voir, c'est très documenté sur toute sa production littéraire. Tout est là, oui. Parmi les nouvelles que tu as publiées, moi, il y en a une que j'ai lue qui s'appelle Histoire. Tu te souviens de celle-là, qui est vraiment très, très drôle. Ça t'a fait rire, hein? Ouais. On découvre là l'auteur qui a beaucoup d'humour, avec cette histoire qui se passe dans un dépanneur et qui est un peu une histoire qui revient, qui reprend. Ben, c'est ça qui est le fun, parce que j'ai raconté l'histoire, je pense, 3 fois, mais chaque fois, c'est différent. Ouais. J'avais vu ça dans un film, il y a peut-être 40 ans. Ouais. On voit, c'est un film noir et blanc. Ouais. Puis il se passe de quoi, puis du coup, le film recommence. C'est les mêmes acteurs, mais c'est pas la même chose. Lola court, parce que Non, moi, ça m'a fait penser à ça, parce que c'est une histoire qui revient, mais avec des variantes. Ouais. Mais c'est à se jeter par terre. Hein. C'est vraiment très, très drôle. Ça, c'est à lire dans Alibi. Si vous réussissez à mettre la main sur un numéro d'Alibi, c'est le numéro 32. Ouais. C'était paru en 2009. Mais il y a eu aussi un personnage qu'on a découvert récemment, c'est M. Emerly. Mais M. Emerly, ça avait fait l'objet de 5 nouvelles qui ont été publiées dans Alibi. Dans Alibi, il y a M. Emerly, La colère d'Emerly, Petite suite d'Emerly, Docteur Emerly, puis Le monde selon Emerly. Ouais. D'où il vient ce personnage-là? Emerly, d'abord, c'est la marque d'un pistolet suisse. Maintenant, c'est fabriqué aux États-Unis, je pense. C'est un pistolet de précision pour faire du tir à la cible. Ils ont d'autres armes aussi. Hein. Les Suisses, c'est toujours la fabrication formidable. Alors, je trouvais que c'est un beau nom. Emerly, c'est écrit avec un A avec un tréma, donc c'est Emerly. Et je pensais à un personnage qui serait différent aussi même mon personnage principal de Pagliaro et Francis Pagliaro, c'est un personnage un peu différent des personnages de romans policiers. Ouais. Mais lui aussi, en fait, c'est un tueur à gages. Alors, dans les histoires, le personnage principal, c'est un tueur. Mais très cultivé. Je me suis dit, il va faire un peu... Il ressemble beaucoup à Pagliaro. C'est comme l'avers et l'envers d'un même personnage. Il aime la musique classique comme moi. Il aime Schubert comme moi. Il aime la philosophie comme moi. Moi, si j'avais 20 ans, j'étudierais en philosophie, c'est sûr et certain. Là, je suis un amateur, mais j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai tout mis ça dedans. Et là... Et je voulais avoir des situations insolites, comme par exemple, on peut le dire, au début de l'histoire, il y a un contrat comme tueur à gages, il se rend à Le Bourgneuf, dans un condo magnifique, il y a un piano à queue, un Steinway, ça coûte 200 000 $ dans le salon. Il y a une discothèque incroyable, il s'aperçoit que c'est quelqu'un, c'est tout du chant. Alors, il s'aperçoit que c'est une cantatrice formidable que lui, il adore. Puis c'est elle qui doit tuer, mais il s'aperçoit dès le début, non seulement c'est elle qui doit tuer, mais c'est elle qui veut mourir. Alors là, ça fait une situation spéciale. Elle est plus vieille que lui, elle est handicapée, c'est bon.
Alors, il va se développer une amitié entre les deux. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime les films, les livres, les histoires qui disent ceci pour raconter cela. Tu sais, j'aime beaucoup ça. Alors, j'ai fait un peu ça. Et d'ailleurs, quand mon livre a gagné le prix, j'ai fait un livre, un roman à partir de cette nouvelle-là, que j'ai épaissi. Le jury a aimé, justement, ils m'ont pas parlé du truc policier, un prix de roman policier, mais ils ont parlé beaucoup de cette relation entre la cantatrice et le tueur à gages. C'est improbable comme truc. Fait que cette nouvelle-là, ça l'a mis en place, en fait, ce personnage-là. Tu as continué à écrire un petit peu. Puis après, c'est développé dans 5 histoires. Quand j'étais à Bordeaux, pas la prison, mais la ville, pendant 60 jours en résidence d'écriture, j'ai pris ces 5 nouvelles-là, j'ai essayé de les combiner. C'est un peu difficile parce qu'il y en a qui étaient écrits au jeu, au présent, d'autres au passé simple. Alors, j'ai réécrit tout ça, puis ça ne fitait pas. Puis mon éditeur, Jean, me dit, bien là, c'est trop court, ça va faire un livre de 100 pages. Alors, j'ai doublé. J'ai rajouté des crimes. Alors, ça, c'est avec lui, j'ai gagné mon 2e prix. Tu as également, en termes de nouvelles, tu as publié également dans Crime à la librairie, là, le palmarès. C'était quoi le sujet? Tu te souviens? C'est une nouvelle que je n'ai pas lue, malheureusement. D'abord, le thème, c'est que ça se passe dans une librairie. Ouais. Alors, mon policier Pagliaro, Francis Pagliaro, il va à une librairie acheter des livres de philosophie. Et cette librairie-là, c'était une ancienne boucherie. Puis dans le sous-sol, l'ancien boucher fabriquait du boudin. Et ça me vient parce que j'ai fait de la radio avec Jean-Pierre Gay à CKRL. Et Jean-Pierre me contait que son père était boucher, puis qu'il faisait du boudin dans la cave une fois par semaine. Okay. Puis lui, il descendait, puis la cave était sombre, puis le sang, puis le boudin, puis l'odeur. Puis c'était un peu... quand j'étais tout petit, Jean-Pierre, ça me faisait un peu peur, puis son père, tu sais, un bonhomme comme ça. Ça m'est resté. Alors, j'ai imaginé qu'il y a eu un crime dans le sous-sol de cette ancienne boucherie qui est devenue une librairie. Ah ouais. Et pour cette nouvelle-là, j'avais découvert par hasard, c'est dans la collection Marabout, les 1000 premières phrases de 1000 romans. Ouais. C'est pas pire, ça. Ouais. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, tout le monde connaît ça. Ouais. Mais il y a 1000 premières phrases de 1000 livres traduits du japonais, de l'américain, tout ça, du russe, des auteurs, la plupart très célèbres. Alors, la solution de l'énigme de ma petite histoire se retrouve dans ces premières phrases que j'ai choisies. C'est intéressant. Oui, j'ai trouvé ce livre-là par hasard. Je dis, bon, mais il y a quelque chose à faire. Ça cadre bien avec le thème du recueil. Et ce livre-là, c'est mon best-seller parce que ça dépasse 20 000 exemplaires. Ah ouais? Mais moi, j'ai un 14e des droits d'auteur, mais c'est ma nouvelle la plus payante que j'ai jamais faite. Bon, et évidemment, il faut parler de la série Pagliaro. Là, tu as commencé à publier. D'abord, tu l'as publié le premier titre chez Stanquet en 2008, mais c'était réédité ensuite en 2012 chez Alire. Ouais. Et chez Alire, en 2012, il y a eu L'Inaveu, en 2014, Repentir, en 2016, Le blues des sacrifiés, en 2018, De ton fils charmant et clarinettiste, et 2021, Stigmate, qui est autour de la COVID, entre autres, là. À l'époque de la COVID. Pagliaro, ça vient d'où, ce personnage-là? D'ailleurs, son nom, Pagliaro. Je cherchais un nom québécois, mais tu sais, Tremblay, puis Bolduc, il y en a plein, tu sais. Ouais. Remarque, c'est un beau nom, Tremblay. Mon ami s'appelle Tremblay. Mais je cherchais un nom qui serait différent, mais très québécois. Alors, Pagliaro, il n'y a pas plus québécois que Pag. Oui, tout à fait. Puis c'est un nom italien. Ouais. J'ai regardé des Pagliaro, il n'y en a pas beaucoup. J'ai connu un Francis Pagliaro aux États-Unis que j'ai trouvé, qui est voyageur de commerce ou je ne sais pas quoi, plombier, je ne me rappelle pas. Donc, je me suis dit, en plus, c'est un nom qui n'est pas beaucoup utilisé. Tout le monde pense à Pagliaro, mais là, donc, j'ai trouvé... Ça convenait. Ouais. Puis Pag n'a pas réagi. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles jusqu'à je ne sais pas s'il l'a lu, mais il ne pensera pas. Mais... Et ce personnage-là, peut décrire-nous un peu là, ses caractéristiques. Bien, comme je te disais tantôt, il ressemble beaucoup à mon tueur à gages, comme deux frères. Pagliaro,
au départ, j'ai dit, j'en ai lu des romans policiers depuis 70 ans. Là. Je veux pas un gars qui est malheureux, qui est un ancien alcoolique ou un ancien drogué. Qu'on retrouve souvent. Partout, qui est pas en santé. Même Wallander, ben, il n'est pas en santé. C'est convenu un peu. Ouais. J'adore, c'était un très bon. Mais alors, trop habile avec les femmes au passé, aux anciens divorcés, tout ça. J'ai dit non, je veux un gentleman. Ouais. Alors j'ai dit, bon, mais il va aimer la musique que j'aime. C'est plus facile. En même temps, je la connais. Et il aime la philosophie. Comme moi, chaque fois qu'il y a une situation, je vais chercher ce que les philosophes en ont dit. On trouve des trésors. Tu peux, mettons, j'avais trouvé une fois Platon et la musique. Ben, j'ai trouvé que Platon avait dit, il va conseiller aux musiciens d'essayer de ne pas reproduire l'aboiement des chiens et le meuglement des vaches dans leur musique ou le bruit des essieux. En musique contemporaine, c'est ça qu'on fait. On fait du sampling. Bon, on fait plus que ça. Je trouve ça formidable. À chaque fois que je pense à quelque chose, je cherche. Alors, j'ai dit, ben, il va faire ça, mon Pagliaro. Il aime sa femme depuis 25 ans, depuis 41 ans. Bref, il me ressemble un peu pas mal. Puis beaucoup de mes amis me disent, des fois, on te reconnaît à travers... ils m'entendent parler même, des fois aussi. Souvent, les écrivains se font dire ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce sont des histoires qui se déroulent en grande partie à Québec. Les derniers surtout. Oui, dans le quartier Limoilou, entre autres. C'est toujours intéressant d'avoir des points de repère quand on vient de... Bien, Michel, il faut parler de ce qu'on connaît. Bien sûr. Moi, il y a des gens, des fois, qui m'appellent pour avoir des trucs parce qu'ils écrivent sur un sujet que je connais, la musique, par exemple. Bien, c'est des musiciens, c'est pas gagnant. Non, c'est sûr. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup faire de recherches comme ça. Je le fais quand je suis obligé, mais on ne parle que de soi, finalement. Tout à fait. Il y avait ensuite, on a parlé tantôt de M. Emerly. Est-ce que c'est une nouvelle série? Parce qu'il y a eu une suite au premier. Oui, c'est ça, oui. Le Pacte des Merlis. Ouais. Bien, il y a une suite. Je ne sais pas si... Là, actuellement, je suis un peu en panne. Là. J'ai plusieurs projets. Mais j'ai un truc pour adolescents que j'ai commencé, qui va pas vite. J'ai fait aussi une chaîne YouTube de tous mes entretiens que j'ai donnés ou que j'ai reçus. J'ai enregistré récemment, j'avais interviewé Laferrière, Danny Laferrière. Et c'était une perle de 8 minutes. Là. Je vais mettre ça sur YouTube. Alors, j'ai plein de projets, mais dans l'écriture, je suis un peu au ralenti. OK. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va être un Pagliaro ou un Emerly? On verra. J'avais fait une critique très sévère. Oui, de je n'en ai pas voulu. Mais de M. Emerly, il ne faudra pas l'oublier. Moi, je ne l'ai jamais oublié d'ailleurs. J'ai probablement été très sévère. Parce que je connaissais plus ce volet très humoristique dans ton écriture. Et ça avait été pour moi une espèce, presque un choc en disant, mais ça ne cadre pas très bien avec ce que j'avais déjà lu avant. Puis après ça, en lisant le deuxième, puis en lisant, entre autres, je parlais de la nouvelle tantôt, je me dis, puis on se connaît un peu plus maintenant, là. J'aurais dû être un peu plus mollo. J'avais aimé, mais j'avais été vraiment étonné du type d'humour. Je me demande si je n'avais pas parlé d'un humour de mon oncle des fois. Ah oui, bien il y en a. Il y en a. Parce que le Roger, le barman, c'est de l'humour de mon oncle. Tu as bien vu, mais remarque, tu sais, Robert Roussel, Jean-Louis Blanchard, ils font des trucs humoristiques. Les deux ont parlé avec toi en entrevue. Guy Roussel. Guy Roussel, oui. Ils ont parlé avec toi que l'humour dans les romans policiers, c'est moins bien vu. Pourtant, San Antonio, c'est le chef-d'œuvre de l'humour. San Antonio, il y a un dictionnaire San Antonio des mots qu'il a inventés. Il y en a des centaines. Puis des mots, c'est des situations humoristiques. Parlant de mots inventés, j'essaie d'en inventer un, le polariste. Oui, il faut. Ça permet de parler autant d'un homme que d'une femme, parce que des fois, on est toujours pris avec écrire le masculin et le féminin. Mais polariste, c'est vraiment, on devrait.
c'est l'usage qui fait la loi, ben Tout à fait. on va l'utiliser. Oui, puis je l'ai proposé à l'Office québécois de la langue française. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Ça fait qu'on verra Qui vivra verra. Ce qu'il y en est. À un moment donné, c'est-à-dire sur ton site, on voit également des pages couverture de romans qui ne sont jamais publiés. On les voit ici à l'écran. Là. Oui. Je me suis amusé à faire ça. Oui, c'est avec des titres comme Le Gîte. Mais c'est sombre. Hein, ouais. Le secret des anges, ça, c'est les oiseaux. Écoute, j'avais une maison sur la rue Jeanne d'Arc qui avait une cheminée, mais il ne servait plus parce que c'était un chauffage électrique. Et j'ai ouvert la petite trappe dans le sous-sol, puis j'ai trouvé 3 petits squelettes d'oiseaux, ceux-là. Ah ouais. Et je les ai mis dans mon scanner, exactement comme tu les vois. Toc, toc, toc. J'ai scanné ça, ça a donné ça. Puis après, j'ai dit, on dirait 2 chevaliers du Moyen-Âge qui se chicanent avec un ange qui passe. Ouais. Alors, je me suis ça ferait une belle couverture, éventuellement. Les fesses, les sourires de ma voisine. Alors, c'est vraiment... C'est bien. Mais c'est des romans qui n'existent pas. Des romans qui n'existeront pas, mais ils pourraient théoriquement exister avec une image qui... c'est ça. Comme dit Joanne Seymour, d'ailleurs, dans une interview que tu as faite, Joanne a dit, des fois, elle a une idée folle, puis le roman suit. Ouais. Les idées folles, des fois, ça donne des très bons résultats. Pas toujours, mais oui. Pas toujours. C'est tradition, à quelques nuances d'auteur de polar, de demander à l'auteur de nous lire un extrait de ce qu'il a écrit, un extrait pour lequel il est particulièrement fier. Je vois que tu as choisi à l'intérieur du roman Les Blues des sacrifiés. Oui, bien, en fait, c'est une page que je lis tout le temps qu'on me demande parce que c'est une de mes préférées. Okay. Et moi, tu sais, quand on écrit, on aimerait que toutes les pages soient belles. C'est pas vraiment le cas, là. Et si tu en as une coupe dans un livre, je dis pas fier, mais je suis très content de cette page-là. Alors. Là, le personnage, il décide d'aller à la Basse-Ville. Lui, il reste sur la rue de Montigny, où j'ai habité, d'ailleurs, à Sillery. Il décide d'aller à Basse-Ville pour voir qu'est-ce qui se passe dans une maison où il se passe des choses. Alors, je me suis levé et je suis sorti. Pas d'Impala brune en vue, parce qu'il y a une auto-Impala qui est toujours au coin de la rue, qui a l'air de surveiller, alors il n'est pas là. Pas d'Impala brune en vue. J'ai pris le volant et j'ai foncé vers la Basse-Ville. 10 minutes plus tard, je stationnais l'auto dans la rue Arago. J'ai continué à pied, à l'envers du sens unique, dans la rue du Rocher. Là, je me suis instantanément retrouvé dans l'ambiance de 1984, à cause du Cirque du Soleil. Des hydrangées commençaient à fleurir dans presque tous les parterres. Quelques ménagères s'activaient dans leurs plates-bandes sous le soleil déclinant, tandis que des enfants, certains en pyjama, circulaient à bicyclette sans but apparent d'autre que de rouler sans trop s'éloigner de la maison. Des vieux étaient assis sur les marches des perrons et sirotaient du thé ou du café dans des tasses grosses comme leurs poings. À l'intersection de la rue Joliette, 3 ou 4 voisins étaient pieusement rassemblés, bière à la main, autour d'une Ford Mustang flambant neuve, capot ouvert, et discutaient sans doute de cylindrée plus que de voyage. J'entendais quelqu'un clouer quelque chose derrière une maison. Des fenêtres ouvertes laissaient reconnaître des émissions de télévision ou de la musique de jeunes. Pendant 1 minute, je me suis demandé pourquoi j'habitais sur l'avenue de Montigny, à Sillery. Là où personne ne s'adresse jamais la parole, là où tout est clean, où il n'y a pas d'hydrangée en fleurs, et où il n'y a jamais de bruit à part celui des moteurs de BMW ou de Mercedes, autant dire le silence. Je me suis senti tout à coup chez moi, et j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai retrouvé l'espace d'un instant mon enfance abandonnée à Limoilou, juste un peu plus loin, de l'autre côté de la rivière Saint-Charles. Ma jeunesse laissée volontairement de côté pour cause d'un emploi de professeur d'université bien payé, d'une situation de musicien qui a déjà joué sur 2 continents, mais qui ne joue plus et qui, au plus, n'a jamais été célèbre. Tu vois?
Ouais. Ah, ça me fait penser à Sylvain Lelièvre, quand on est de la Basse-Ville, on n'est pas de Ben la oui, Sylvain Lelièvre, il est voisin, dans l'autre rue à côté de chez lui. C'est un ami de mon frère Jacques, il habitait sur la 9e, je pense. Oui, sur la 9e rue, face à côté de l'église Saint-Esprit. Il y a eu pas mal de reconnaissances publiques pour apporter tes ouvrages. Tu as gagné 2 prix. En fait, tu parlais tantôt de la nouvelle en 2010, prix Alibi pour M. Emerly. Et en 2023, tu étais gagnant du Best French Crime Book, le meilleur ouvrage policier en langue française. Ça, c'est les prix d'Arthur Ellis. Oui, ils ont changé de nom, c'est l'ancien prix Arthur Ellis. Puis tu étais finaliste pour différents autres romans. Quel impact ça a, ces prix-là? Pas beaucoup. Pas beaucoup? En fait, moi, de mes 9 livres, il y a 7 de mes 9 livres qui ont été nominés. J'ai gagné 2 prix. J'avais lu il y a très longtemps, je pense que c'est dans Le Monde, on parlait de l'impact des... C'est sûr, le Goncourt, il n'y a pas de problème, ou le Féminin, etc. Ou le livre le choix des collégiens, tout ça. Mais au Québec, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, on va... j'ai acheté ce matin, j'ai acheté un livre, là, c'est marqué Prix Goncourt, j'ai un bandeau rouge. Là. Chez Ali, on fait ça aussi. Mais ça, je pense pas que ça n'a pas vraiment d'impact sur les ventes. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a des soirées à la télévision le dimanche pour les prix du disque, de la télévision. Pourquoi il n'y a pas une soirée pour la littérature? Tu sais, il y a premier roman d'un écrivain, le prix du meilleur livre féminin, masculin, etc., dans le domaine de la poésie, un grand gala avec des prix. Parce qu'il y a des prix qui se donnent un peu partout. Si on les réunissait tous, ça serait formidable. C'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a 2-3 ans, je pense que j'avais lancé l'idée sur Facebook. Je ne sais pas si tu l'avais peut-être pas vu passer. Effectivement, il devrait y avoir un gala de la littérature parce que la littérature, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Hein? Non. Un petit 30 secondes, 45 secondes, 1 minute à peine, parfois dans un bulletin de nouvelles. Et je pense que la littérature mériterait d'avoir son gala de la littérature. Absolument. Avec différents... Puis il y a suffisamment d'auteurs au Québec pour être capable de faire une soirée qui serait vraiment un bon coup de main à nos écrivaines et nos écrivains québécois. Parce que les prix que j'ai gagnés à Toronto ou à Saint-Pancôme, on gagne le prix, mais ça s'arrête là. Il faudrait les diffuser, en parler, faire des trucs. Tu sais, c'est une question de culture, je pense. Moi, quand j'habitais en France, des fois, le téléjournal en France, il commence avec un livre. Ça n'arrive jamais ici. C'est à la fin. C'est tout le temps que nous avions. Puis là, ils parlent de ça de 10 secondes. Les lancements, ça ne vaut pas, à moins d'être célèbre. Donc, Patrick Sénécal, c'est sûr qu'il fait un lancement, ça va être full. Mais moi, j'ai fait des lancements, au moins 2. Bien, il est venu 20 personnes. Parce que c'est pas quand on fait des séances de signature dans les librairies, il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Alors, il faudrait mettre ça. Un gala, déjà, ça sera quelque chose. Puis il y a assez de prix. En plus, comme Saint-Pancôme, c'est 3 500 $. C'est pas pire. Radio-Canada, c'est 5 000, je pense. C'est quand même pas mal. Tout de même. Le prix Arthur Ellis, c'est 0 cent. C'est 0 cent parce que tous les prix, c'est l'Association des écrivains policiers anglophones au Canada. Et tous les prix, il y en a beaucoup. Ils sont tous subventionnés par des éditeurs ou des compagnies, sauf le prix, le French Crime Book. C'est le seul qui n'est pas commandité, alors il y a 0. Mais avant, on recevait un petit pendu. Maintenant, c'est une espèce de cylindre en bois. C'est très beau, là. Ton nom est écrit dessus. Mais il n'y a pas de suite. Comme ça serait bien qu'il y ait plus de festivals du polar au Québec. Quand on regarde en France, là, quasiment chaque commune a son festival du polar. J'en vois encore passer des nouveaux qui viennent d'être créés. Là. Ça aussi, ça donnerait de la visibilité. Mon ami Jacques Saucé, qui a beaucoup de succès, est rendu à son 20e. Bien, je pense qu'à toutes les fins de semaine, il y a une activité. J'ai connu quand j'avais gagné le prix, j'étais allé près de Paris, à Montigny, un salon du polar où
il y avait beaucoup d'écrivains. Ici, les salons, c'est des salons d'éditeurs. Alors, il y a une place, chaque écrivain, de façon. Là-bas, c'est des salons d'auteurs. Alors, tu as tes livres là toute la journée, alors du matin jusqu'au soir. Ouais. Et les gens vendent beaucoup. Puis il y en a, ils s'auto-éditent. Ici, l'auto-édition, c'est pas payant, hein, ça marche pas. Là-bas, j'ai vu des gars avec leur coffre de l'auto plein de livres, puis ils gagnent leur vie à vendre leurs livres. Parce que sur 52 semaines, ils peuvent en faire 20 ou 30, puis ils gagnent très bien leur vie en travaillant les fins de semaine. En allant dans les salons. Les salons. Ici, Guillaume Morissette, avec son truc, ça, c'est génial. Qui fait le tour du Québec. Mais c'est peu de choses. Hein. Oui, effectivement. Si on parle d'écriture, c'est quoi le contexte quand tu écris? Là? Tu écris le matin, le soir, la nuit? Anciennement, je travaillais beaucoup le matin, surtout quand ma blonde travaillait, puis j'allais la conduire. Donc, à 9 h, je revenais, puis je travaillais. Maintenant, on se lève plus tard. Puis même, j'ai 80 ans, j'ai plus 20 ans, c'est comme un peu plus dur. Mais je travaille beaucoup l'après-midi. Moins longtemps, mais c'est parti bout. T'es au clavier? Oui, puis dans mon bureau, porte fermée, pas de musique, pas de bruit. Moi, s'il y a de la musique, je l'écoute. Je suis un ancien musicien, tu sais. Mais donc, ça prend la tranquillité et il faut que j'en ai beaucoup envie. Il faut que ça... Excuse l'expression, mais Renoir, le peintre, il avait demandé comment ça venait. Il a dit, ça me vient comme une envie de chier. C'est un peu ça. Il faut que ça presse. Là. Si ça ne presse pas, oublie ça. Et j'ai perdu la question que je voulais. Ah oui, est-ce que tu écris est-ce que tu fais un plan? Non. Tu te laisses imprégner par l'histoire? Au fur et à mesure de l'écriture, les idées viennent? Le personnage t'influence? Je fais pas de plan, puis je me suis consolé quand j'avais parlé à Roger Hillary, que j'avais rencontré à Knowlton, puis lui, il fait pas de plan non plus. Puis il y a beaucoup d'auteurs qui font pas de plan. Mes amis, comme Joanne, comme Christine, Patrick, Jean, ils font Jean-Jacques, ils font des plans. Jean-Jacques Pelletier, des plans, c'est bien comme ça. Le plan était quasiment le roman écrit. Quasiment le roman, tu sais, qui épaissit. Mais moi, je pars à l'aventure. Quand j'étais musicien, j'étais improvisateur. Ça reste comme ça. Mais ça me vient comme une ambiance. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme... Je vois une ambiance, un climat, tu sais. Puis c'est intense, mais flou. C'est le même. Puis là, je commence à peupler ça avec des gens. Puis là, l'idée, qu'est-ce qui va venir? Mon roman Repentir, j'avais une idée. C'est un petit garçon qui descend en bas, puis il trouve son petit frère gelé sur la table de cuisine. Puis ça, c'est une histoire vraie. Puis là, il voit les couleurs. Le petit garçon, il est mauve, il est autour de la bouche. Puis il y a de la bière jaune. Puis tous les symptômes de la couleur, puis des formes. Là, j'ai dit, bon, ce petit garçon... Puis ça, c'est une histoire vraie. Donc, j'ai emprunté à un de mes amis qui a découvert son petit frère mort sur la table de cuisine, gelé. Mais ça a fait 3 pages. Ouais. Alors, j'ai laissé ça pendant des mois. Puis après ça, j'ai décidé, rajouter un peu quelque chose. Quand même, je le lisais de temps en temps, mais ça n'allait pas plus loin. Puis là, j'ai décidé, la couleur, donc il va devenir un artiste, ce garçon-là, comme moi. Alors, j'ai imaginé que sa mère fait comme toutes les mères, colle sur le frigidaire avec des petits aimants, les dessins. Puis le petit garçon, il n'aime pas ça parce que lui, il voudrait que ses dessins soient dans des cadres, tu comprends? T'sais? Puis il va au musée, il voit des choses comme moi. Quand ma mère m'amenait au musée, puis j'avais vu l'incendie de la Basseville par Légaré. Par Légaré. Ouais. Puis j'avais 6 ans, puis ça m'a... J'ai tout, avec les petits picots dans le ciel, les tisons, là. Ouais. Puis ça marque un enfant, ça. Puis c'est un cadre d'un musée, il ne faut pas parler fort. Puis moi, j'aimais beaucoup ça. Je me suis dit, un jour, ça va être pareil. C'est jamais arrivé, là, mais... Alors, ça vient comme ça. Puis il faut, comme dit Joseph Campbell, « Follow your bliss », suis ton bonheur. Si c'est ça que tu aimes, fais ça. Mais moi, c'est ça que je fais. Mais des fois, ça arrive à un mur, parce que si tu n'as pas de plan,
vas frapper un mur. Christine, elle me dit, tu vas frapper un mur. Ben oui, Ouais. ça arrive. Mais là, tu laisses là pendant des mois, puis tu reviens. Tu défais le mur, Tu inventes d'autres menteries, puis ça marche. Tu sais. Et tradition aussi, à quelques nuances d'auteur, de polar, de jouer à la loterie, des Ah, côtés oui, sombres et des côtés clairs de l'humain. Les magiciens Et avec à ton partir, truc, à partir d'un jeu de cartes sur lequel il y a dans lequel j'ai sélectionné des pics, des cœurs, avec des mots, des expressions qui sont en lien avec le côté clair, côté sombre. Ça fait que je te fais piger une des cartes et tu me dis ce que ce mot-là t'inspire. Si c'est un pic ou un cœur d'abord, c'est un cœur. Un cœur. Non-violence. La non-violence. Seigneur, c'est pas d'actualité. Hey, sais-tu quoi? On est plus dans le côté sombre que le côté clair. Le côté sombre de la force. Ouais. Mais je pense que l'humanité est en guerre depuis toujours. Dans le mythe de Caïn et Abel, ça commence bien. Que ça a toujours été ça. Ça continue. Il y a toutes les raisons d'attaquer son voisin. On a la preuve, notre propre voisin. Ouais. Moi, j'écoutais l'autre fois à la télévision des gens qui se retrouvent en cercle, comme des alcooliques anonymes. Là. Puis c'est des hommes violents. Il y a des cliniques pour... la violence, elle est privée, elle est familiale, elle est conjugale, elle est voisin. Vicinal, en italien, on dit, mais... après, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'allais au séminaire de Québec, il ne fallait pas descendre sur la rue sous le Cap, parce que là, on se faisait battre. Parce que les petits garçons de la rue sous le Cap, ils n'aimaient pas les petits garçons du séminaire qui étaient habillés en séminariste. Il y avait déjà cette dichotomie. Après, c'est la ville. Moi, j'ai vécu en Italie, Florence contre Sienne. C'est millénaire, tout le temps. T'sais. Bon, maintenant, c'est l'Ukraine puis la Russie, c'est partout. Ouais. C'est comme dans une ville, il y a le côté Est et le côté Ouest. Le exact. côté Ouest, c'est les gens plus fortunés. Le côté Est, c'est les gens moins fortunés. Ouais. C'est quand même... À cause des vents dominants, surtout au Québec, parce que l'air pur arrive à l'ouest, puis là, on a du bonheur, puis après, l'air pollué s'en va à l'est, puis c'est des pauvres. Tout à fait. Mais la non-violence, c'est... Je pense qu'il faut avouer que c'est dans l'être humain, il faut combattre ça. Moi, j'écris des romans policiers qui ne sont pas très violents. Ça dure un paragraphe, une page, gros top, là, juste pour que ça soit... Il faut qu'un roman policier, il faut que ce soit criminel. Mais je dirais pas un roman policier, plutôt un roman plus sombre. Plus sombre. Mais il faut qu'il y ait une enquête. Mais tu vois, même ça, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie, l'humanité. Moi, c'est mon rêve de faire des romans policiers humanistes, je ne sais pas si ça se dit, là, mais où l'humanité est très importante. Puis quand on reconnaît ça dans mon travail, ça me fait plaisir. L'histoire, tu sais. Un jour, je suis revenu d'Europe d'un salon, puis le chauffeur d'un taxi, il me raconte une histoire. Ce sera bon pour tes livres, ça. Non, fais-les, toi. Ah ouais, mais c'est l'ouvrage. Oui, c'est l'ouvrage. C'est un an d'ouvrage. Mais tout le monde a des bonnes histoires à raconter. Tout à fait. Dans chaque famille, il y a des drames. On peut s'inspirer de ça. Donc, c'est la violence, elle est partout. Alors, la non-violence, Michel, ça n'existera jamais. Sombre histoire. Je pense qu'avec ces quelques nuances qu'on a découvertes ensemble, j'espère que ça vous donne le goût de lire les nouvelles et les romans de Richard et d'espérer qu'il y aura un nouvel opus qui va sortir à un moment donné. Donc, merci beaucoup, Richard. Merci à toi de l'invitation. D'avoir accepté l'invitation. Et on va se quitter en écoutant un air qui est disponible, une petite pièce musicale qui est disponible sur le site de Richard, où je pense qu'on t'entend jouer sur ça. Ça dépend laquelle. Tout à fait. C'est celle-là qu'on va diffuser. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.